Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission des rendez-vous de l'Église protestante unie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Pierre Villard. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors Jean-Pierre, moi je vous connais depuis un bout de temps déjà dans la paroisse. Voilà, je sais que vous êtes père de famille, vous avez été trésorier, vous êtes engagé avec le diaconat, avec les cours alpha. C'est ça. Vous aviez comme métier policier. Oui. Voilà. Voilà. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de toute une partie de votre vie avec ce titre « Pourquoi parler des Caraïbes ?» Vous allez nous expliquer et nous dire un petit peu votre cheminement et humain et de foi à travers tout cette histoire qui est la vôtre. Voilà. Donc, alors, pourquoi parler des Caraïbes, Jean-Pierre ? Alors, pourquoi parler des Caraïbes ? Lorsqu'on m'a proposé, en fait, dans le cadre des rencontres du jeudi, de proposer un thème, c'est venu spontanément dans mon esprit, parce que c'était une évidence pour moi. Il répond à un besoin que je ressentais depuis plusieurs mois, et celui de connaître mes origines. Besoin de mieux connaître vos origines. Voilà. Qui sont martiniquaises. Martiniquaises. Voilà, des Caraïbes. Oui. Principalement. Voilà. C'est pour ça qu'on va parler des Caraïbes. Voilà, tout à fait. Donc on va remonter vers vos origines. Voilà. Et en fait, cette idée de parler des Caraïbes, en fait, de m'intéresser au sujet, m'est venue en fait parce que mon fils m'a offert un livre. Ah, voilà. Un livre sur l'histoire de la Martinique, écrit par Armand Nicolas. Et après avoir lu ce livre, j'ai ressenti en fait ce besoin d'aller à la rencontre de mes racines. Mais oui. Voilà, je suis né en Martinique en 1959. J'ai effectué toute ma scolarité là-bas. Et jamais le sujet des Caraïbes n'a été évoqué. Jamais tout ce qui concerne en fait toute cette complexité culturelle en Martinique n'a jamais été évoqué. Alors Jean-Pierre, pardon, ça veut dire vous avez fait toute votre scolarité en langue créole, par exemple ? Alors non, en français. En français ? Parce qu'il était interdit de parler le créole à l'école. Ah oui, donc à la maison, vous parliez créole peut-être ? On parlait créole et français, mais à l'école, c'était interdit. D'accord. Et donc toute la scolarité sans du tout parler du fait que vous étiez des Caraïbes, de Martinique ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, comment vous appreniez l'histoire alors ? On apprenait l'histoire et ce que j'ai appris, c'est que mes ancêtres étaient les Gaulois. Et c'est ce qui a été inscrit dans ma mémoire et qui est resté pendant de très très longues années. Et vous aviez des images dans le livre ? Parce que ça ressemblait peut-être pas beaucoup quand même. Oui, c'est vrai, on avait des images, mais voilà, on était à l'école et puis bon, les enseignants, c'était des personnes qu'on voyait, voilà, c'était des autorités et que, voilà, ils détenaient la vérité en quelque sorte et puis voilà, c'était ancré dans l'esprit des uns et des autres. Et j'ai eu un premier déclic d'abord lors d'un séjour plus tard quand j'étais militaire où je me suis rendu compte qu'on des colonies françaises en Afrique, ben, ils apprenaient aussi que leurs ancêtres étaient les Gaulois. Ah ouais, les petits Africains. Voilà. Et donc tout ça, vous vous en êtes rendu compte à quel moment vous ? Je pense que... ça a été progressif. Oui, ça a été progressif. Mon premier contact avec la France continentale en 1978, c'est un choc pour moi, c'est que je me suis retrouvé isolé parce que j'étais avec ma famille dans une fête et j'étais sorti tout seul. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait comprendre que j'étais pas à ma place ici, que j'étais pas français. C'était une fête en métropole ? C'était une fête en métropole sur la région brestoise. D'accord.
c'était mon premier contact là, avec la réalité voilà, et on commence à se poser des questions sans plus et on continue son chemin. Ouais. Parce qu'à l'époque, vous étiez dans un, comment dire, entouré de personnes blanches ou... Oui, parce que quand on arrive dans la Martinique, c'est vrai qu'il y a une telle diversité en Martinique. Voilà, on trouve, il y a des Blancs, des Noirs, des Africains, des Indiens, des gens qui viennent de Syrie, quelques descendants de Caraïbes. Donc, c'est normal. Et on arrive à Brest, il n'y a que des personnes blanches. Il y a moins de diversité. Voilà, il y a moins de diversité. Bon, ça ne m'a pas vraiment choqué. Je me suis dit, après tout, je suis en France continentale et c'est normal. Mais quand vous rencontrez des personnes que vous ne connaissez pas du tout et qui vous projettent au visage que voilà, vous êtes différent, vous n'êtes pas d'ici, vous n'avez pas votre place là. Vous n'avez pas de votre place en fait, vous n'êtes pas français. Ah bah oui. D'accord. Là, vous étiez déjà militaire ? Pas encore, parce que je n'avais pas encore mes 19 ans. Donc, j'ai été militaire que 6 mois après. Voilà, je venais juste d'arriver, il y avait 2 mois que j'étais là. Et pourquoi vous étiez venu en métropole ? J'étais venu ici parce que je n'avais pas de perspective professionnelle là-bas sur mon île. Ouais. Et pour moi, c'était la possibilité de construire une vie, une vie professionnelle, familiale. Et avant tout, bien sûr, il y avait le service militaire qui était obligatoire. Donc, je n'avais pas encore fait mon service militaire. Et donc, il fallait passer par là d'abord. Très bien. Oui. Alors, peut-être on peut faire un détour avant de continuer votre histoire et que vous nous parliez un petit peu justement des Caraïbes. Puisque vous nous dites que vous avez grandi en Martinique. Donc, je ne sais pas par quel bout on peut prendre ça. Alors, curieusement, en fait, j'ai appris mon histoire, en fait, tout seul. Parce que ce livre m'a vraiment... ça a été vraiment un déclic, ce livre. Ce livre sur la Martinique. Sur la Martinique. Et je suis parti à la rencontre de mon histoire. Et aussi l'histoire des Caraïbes, puisque, cela étant dit, j'ai beaucoup appris aussi sur les autres îles. Parce que, étant une île française... Les Caraïbes, c'est un ensemble d'îles. C'est un ensemble d'îles où on parle plusieurs langues, notamment les langues européennes. Oui. Mais pendant très longtemps, je me suis intéressé qu'à l'histoire française des Caraïbes. Et préparer, en fait, cette rencontre des jeudis... Ça m'a permis de découvrir, d'aller au-delà, en fait, de ne pas me limiter seulement à ces îles françaises, les îles espagnoles, la Hollande, l'Angleterre. Et vraiment, donc tout ça, ce sont des colonisateurs. C'était des colonisateurs. Qui sont arrivés après Christophe Colomb. Après Christophe Colomb et qui ont... par exemple, la Martinique n'a pas été toujours français. Parce qu'il y a eu des batailles entre Anglais, Espagnols, donc l'île a été anglaise, et qui finalement, c'est les Français qui l'ont occupée en dernier lieu. Et puis d'autres îles comme la Dominique ou Sainte-Lucie, ce sont des îles anglaises. Et quand on remonte un peu plus haut, on a des îles espagnoles, comme comme Haïti, l'île de Saint-Domingue, où il y a Haïti et la République dominicaine. Haïti est en français et la République dominicaine espagnole, donc ils parlent espagnol. D'accord. Donc, quelles sont un peu, juste, vous pouvez nous dire en quelques mots peut-être les caractéristiques géographiques enfin, c'est peut-être compliqué de dire ça, parce qu'il y a beaucoup de variétés, j'imagine. Alors, pour résumer très rapidement, lors de cette rencontre, le 11 septembre, on a exploré, en fait, on a fait une exploration globale de la région et on s'est penché sur la situation géographique unique, les défis et les atouts de son économie, ainsi que sa richesse complexe et historique. Ce socle de connaissances nous a permis ensuite de nous intéresser, en fait, aux îles françaises, parce que c'est vrai que pour moi, je suis plus facile. Je suis plus à l'aise à parler, en fait, des îles françaises, puisque, j'y ai vécu sur une île française. Oui. Donc la Martinique où vous étiez, mais aussi la Guadeloupe. Je suis plus imprégné de ces îles-là, de ces territoires. Donc ils sont... Et mon objectif, en fait, c'était vraiment d'offrir une perspective comparative et détaillée qui met en lumière
les spécificités de cette région, en fait. Ce que je voulais faire comprendre à mes interlocuteurs, c'est que l'histoire des Caraïbes est très ancienne. Elle n'a pas commencé avec l'arrivée des Européens. Bien sûr, bah oui. Alors, comment c'était avant? Alors, sans rentrer trop dans les détails, oui, je ne vais pas rentrer trop dans les... Autant de temps que vous en aviez. Voilà, je sais. Le jeudi 11 septembre, quand vous avez parlé de ça à la paroisse, mais... Voilà. Alors, cette histoire est très ancienne et, comme je disais tout à l'heure, elle n'a pas commencé avec les Européens, mais des milliers d'années auparavant, avec l'arrivée de différentes vagues de populations indigènes qui venaient du Venezuela, de l'Amérique centrale, toute cette partie continentale, un peu du Mexique. Et ces personnes, en fait, ont colonisé ces îles, en fait, en allant d'une île. Il faut imaginer quand même, contrairement aux Européens qui avaient des bateaux, là, c'était des canots, en fait. Des barques. Des barques. Oui. Et d'île en île, en fait, ils ont colonisé ces îles. Il y a eu plusieurs étapes. On parle de la période indienne et archaïque, de la période céramique. Ensuite, l'arrivée de Christophe Colomb en 1492, où a débuté la colonisation. Et bon, et les Européens, c'est vrai, ils ont introduit une économie de plantation qui était basée sur le commerce triangulaire et l'esclavage de millions d'Africains. Et ce qui a eu un impact assez tragique sur les populations autochtones, puisque, bon, selon mes connaissances, ces colons ont voulu leur imposer justement ce travail forcé et voilà, ils se sont battus pour leur autonomie, pour leur indépendance, et que voilà, ils n'avaient pas les armes nécessaires pour se défendre. Non, bien sûr. Et vous, Jean-Pierre, vous avez entendu parler de ça un peu dans votre famille ou vous Alors non, jamais on a parlé de l'esclavage. C'est un sujet qui est passé sous silence. Je pense que dans beaucoup de familles, ça a été le cas. Et c'est vrai que je me suis interrogé, je me suis demandé pourquoi. Et je me suis demandé, est-ce que c'était pas une forme de souffrance une souffrance interne, en fait, qu'on n'osait pas exprimer, parce qu'on n'arrivait pas à l'exprimer. Bah oui. Et j'avoue que j'ai commencé des recherches généalogiques, et au fur et à mesure que j'avance, j'étais taraudé par une question: est-ce que mon arrière-arrière-grand-père, au moment de l'abolition de l'esclavage, est-ce qu'il était esclave ou il était né libre? Et c'est une question auquel je n'ai pas encore trouvé de réponse. Ah oui. Mais c'est vrai que ça fait une drôle d'impression, et par moments, j'ai l'impression de ressentir en fait cette souffrance qu'ils ont pu endurer, en fait, d'être considérés non pas comme des êtres humains, mais comme des objets. Ah oui. Donc l'abolition de l'esclavage, c'est milieu 19e siècle. Oui, 1848. C'est pas si loin que ça, finalement. Non, c'est pas si loin que ça, oui. Oui. Ça fait même pas 2 siècles. Non. Oui, ça pourrait remonter. Oui. Ouais. Donc vous avez pris conscience de tout ça? Alors, j'en ai pris conscience tout récemment. Hein, voilà, j'arrive à 64 ans et c'est maintenant, en fait, que je ressens vraiment ces racines. C'est ce qui est ancré en moi, dans mon histoire, dans l'histoire de ma famille. Je suis français, mais je suis français des Caraïbes. Ben voilà. Et je pense que pour vivre cela d'une façon plus calme aujourd'hui, je pense que ma foi a été m'a beaucoup aidé. Vous avez toujours eu... Vous êtes né dans une famille chrétienne? Oui. En Martinique, donc. En Martinique, oui. Et donc une famille pratiquante? Pratiquante. Mes parents, oui. Et je pense que... Et puis j'ai eu des parents, en fait, tellement doux, en fait, tellement patients,
Mais c'est vrai que je me suis souvent demandé, en fait, qu'est-ce qu'ils en pensaient de cette période, hein. Ouais. Et je pense que c'est des personnes, enfin, cette génération-là, peut-être avait la force de vivre leur souffrance intérieurement sans l'exposer. Ouais. Mais c'est quelque chose qui touche, voilà, émotionnellement qui touche. Ouais. Mais vous, par contre, vous soulevez le couvercle. Oui. Et vos enfants, comment ils le vivent, vos enfants? Alors, mes enfants, en fait, je pense que ça m'a aussi interpellé. J'ai des enfants métis, parce que mon épouse est en Bretagne. Et c'est tout récemment que j'ai appris que mes 2 enfants, en fait, ont souffert de leur métissage. Ah ouais. Parce que, bon, bien sûr, on allait en séjour en Martinique. Et ma fille, c'est tout récemment qu'elle m'a rapporté que là-bas, on lui disait qu'elle n'était pas vraiment antillaise, hein, elle n'était pas caribéenne. Ouais. Et ici, en fait, elle Ah s'est oui. vue entendre dire qu'elle n'était pas blanche non plus. Et qu'elle en a beaucoup souffert. Donc aujourd'hui, bon, voilà, je pense qu'elle est plus caribéenne que bretonne. Et mon fils, c'est l'inverse. Il est plus breton que caribéen. Vous Voilà. dites ça Bon. par leur... Parce façon qu'ils dont ont ils se exprimé, sentent. parce que, voilà, et il fallait en fait qu'ils se trouvent une identité. Oui, oui. Puisque, bon, d'un côté, là-bas, on leur disait qu'ils n'étaient pas vraiment de la Caraïbe, et ici, on leur disait qu'ils n'étaient pas vraiment bretons ou français. Et finalement, je crois qu'ils se sont construits une identité. Et alors, vous disiez que votre foi vous a aidé. Est-ce que vous voulez peut-être nous donner un message qui vous aide en ce moment? Alors, moi, en tant que chrétien? Comme je le disais tout à l'heure, ma foi, c'est mon bouclier. Et je suis à l'aise, je suis heureux dans l'Église. Quand je suis arrivé en France continentale, particulièrement à Paris, où j'étais dans une paroisse sur le 14e arrondissement, et je regardais toute cette diversité. Je m'asseyais au fond et je regardais toute cette diversité, ces personnes qui venaient de pays, de régions différentes et qui sont dans une unité, dans la prière, dans la joie, dans l'espérance. Et en fait, je fais une relation avec les Caraïbes où il y a une grande diversité culturelle, historique. Et toutes ces personnes qui viennent, peu importe leur passé, qu'ils étaient descendants de colons ou d'Africains ou ceux qui sont arrivés après, on forme une communauté. Une communauté qui peut se retrouver... Qui peut se retrouver dans... Et même qui est riche. Qui est riche aussi, diversité. tout à fait. Donc, je sais pas, vous avez un verset ou non? Vous pouvez nous lire ou non? C'est pas obligé. Hein. J'ai un verset, seulement je ne retrouve pas le... C'est juste pour résumer, hein, le verset en fait auquel je pense, c'est quand... Dieu nous appelle en fait à aimer en acte, mais pas seulement en parole. Ah oui, c'est ça. Parce que c'est très facile de dire qu'on aime, on sert, on fait. Mais je pense que les actes sont plus parlants. Servir. Et pour tout dire, pour résumer en fait, de tout ce que j'ai découvert, de cette souffrance, je n'ai aucune rancune envers personne en fait. Et ça, je sais que c'est grâce à ma foi. Et quelque part, je pense que c'est mettre en acte d'aimer ceux qui font le mal et de ne pas les juger. Et ceux qui ont fait le mal aussi, de ne pas les juger. Et de prier aussi pour eux. Et dans ce que vous témoignez aussi, il y a une autre notion qui va avec, d'ailleurs, ce que vous dites, c'est de dire finalement, j'ai découvert que l'histoire de l'humanité, elle n'a pas été conduite que par les grandes nations,
mais que même les petits peuples ou les minorités ont un rôle très important à jouer. Je trouve que ça va bien avec ce que vous dites, de dire chacun a son importance s'il peut donner justement ce qu'il est, quoi, en fait. Et c'est vrai que très souvent, d'ailleurs, je pense que très régulièrement, on a l'impression que l'histoire de l'humanité se fait qu'avec les grandes nations. Et c'est ce que j'ai découvert, en fait, dans mes recherches, que l'histoire de l'humanité se construit aussi avec ces petits pays, ces archipels, que ce soit dans la Caraïbe ou dans l'Océanie ou en fait, partout sur la planète, tous ces petits pays dont on ne parle jamais. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et je trouve qu'il y a un lien, en fait, entre tous les hommes. Dans mes recherches, en fait, j'ai pu apprendre que ces personnes, en fait, qui sont arrivées, des Amérindiens qui sont arrivés sur les îles, en fait, ce sont des personnes qui sont arrivées, en fait, du nord du continent américain et qui, au fil des siècles, en fait, sont... en fait, l'homme est nomade, en fait. L'homme est nomade. Et nomade, et en se déplaçant au fur et à mesure, en fait, ils descendent tout le continent, ils remontent les îles, et ils rencontrent, en fait, des Européens quelques siècles, je dirais des millénaires plus tard, qui arrivent du continent européen, qui probablement, ces Européens, en fait, certains sont remontés peut-être le pôle Nord. On sait très bien qu'ils traversaient le continent pour redescendre après sur le continent américain. Et je me dis qu'il y a un fil, qu'il y a un lien, peu importe la couleur de la peau, mais qu'il y a un lien. D'ailleurs, on Dieu... est tous frères, finalement. Voilà, Dieu a créé les hommes. Ouais. Et il n'a pas fait un noir, un blanc, un jaune, un rouge. Il a créé un homme et une femme. On ne parle jamais de couleur. Ben non. Et Dieu a donné la possibilité à une évolution aux humains. Il y a quelques siècles, ils étaient certainement plus petits qu'aujourd'hui. Oui. Et ils sont plus grands. Et puis, cette évolution fait que, bon, ben, on a des couleurs de peau différentes, mais il y a un lien quand même. C'est un beau message que vous nous donnez, parce que c'est très actuel aussi. C'est ce qui se passe, en fait, dans tous les pays. C'est ce mélange petit à petit où on s'enrichit les uns les autres et où on a parfois du mal à accepter l'autre qui est différent de nous. Donc, votre histoire fait que vous êtes un apôtre de la richesse de cette diversité, justement. Donc, on va bientôt terminer cette émission et je crois que vous voulez qu'on la termine avec un cantique en créole. Mais avant, Jean-Pierre, est-ce qu'on peut encore juste dire qu'est-ce qui fait, quand on repense à la Martinique ou à la Guadeloupe, vous dites c'est un métissage complexe et constant. Et malgré tous ces mouvements que vous venez de dire, ces gens qui ont circulé, qui sont arrivés, repartis, et il y a une identité, il y a une richesse culturelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de ça ? Alors, cette richesse se voit en fait déjà dans la musique, dans la façon de vivre des uns des autres, que ce soit l'île, soit anglaise. Il y a des différences entre les îles anglaises et françaises et espagnoles, mais malgré tout, il y a ce sentiment d'appartenir à la région des Caraïbes, ce sentiment caribéen. Et je trouve que depuis quelques années, qu'il y a des liens qui se créent en fait entre toutes ces îles et que chacun ne reste pas replié en fait par rapport à sa propre histoire, qu'elle soit anglaise, espagnole ou française, et qu'il y a des liens qui se créent et peu importe les politiques qui sont menées, mais je pense que c'est important qu'on puisse se faire entendre, que toutes ces îles puissent se faire entendre dans cette cacophonie humanitaire qu'on entend tout le temps parler que des grands pays. Ah voilà. Donc justement, on va finir l'émission avec ce cantique en créole, voilà, que vous avez choisi. D'accord. Que vous connaissez bien. Oui. Je vous dis au revoir. Au revoir. Merci beaucoup pour ce partage. Merci.